Le président des États-Unis intervient à la télévision américaine pour évoquer de nouveau l'affaire des ventes d'armes à l'Iran. M. Reagan affirme laisser toute possibilité d'enquête au procureur spécial. Les chèques postaux resteront gratuits. Le ministre des PTT, Gérard Longuet, ne souhaite pas pour les CCP la tarification adoptée par les banques. Double retour cinématographique pour Michel Piccoli dans La Puritaine de Jacques Doyon et Le mauvais sang de Léos Carax sur les écrans des cinémas français. Michel Piccoli, invité de cette édition. Aujourd'hui, mardi 2 décembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, et pour une fois, nous commencerons ce journal par une histoire dont le dénouement est heureux. Il vient d'intervenir. Cela s'est passé à Perpignan ce matin. Au départ, une banale attaque à main armée d'une banque à Perpignan, puis dramatiquement suivie d'une prise d'otage. Les 3 malfaiteurs ont ainsi retenu pendant plusieurs heures 2 employés d'une banque et une cliente. En soirée, les otages ont été libérés, ça se passait sur l'aéroport de Perpignan, et puis les malfaiteurs se sont rendus. Isabelle Bechler fait le récit de cet événement. Une femme et 2 hommes, 3 otages pour 3 malfaiteurs qui venaient de rater le braquage d'un fourgon de transport de fonds. Les 3 hommes semblent décidés, ils ont 2 fusils à pompe et un magnum. Toute l'action aura duré 20 minutes au siège du Crédit Lyonnais où ils s'étaient retranchés. Butin, un peu moins de 300 000 francs, les policiers de Perpignan partent au plus pressé. Je me suis fait harponner par un gus qui était habillé camouflé là, et qui m'a bousculé. Vous avez été menacé, madame? Non, moi je m'étais cachée, mais mon collègue était près de moi, il a été menacé. Où il est? Il est pris en otage. Parvenus à l'aéroport, les gangsters réclament 1 million de francs et un avion. Porte-voix de la négociation, Sylvie Robert, otage. Début de l'après-midi, Robert Broussard prend la direction des opérations. Avec lui, une dizaine de tireurs d'élite du RAID. Il leur faudra 5 heures de patience et de fermeté. Finalement, 19h15, les 3 gangsters renoncent, libèrent leurs otages, puis se rendent. Le président Ronald Reagan a écouté ses amis républicains et ses conseillers qui le pressaient d'agir vite pour éviter une trop grosse dégringolade dans les sondages effectués auprès de la population américaine. L'affaire des ventes d'armes à l'Iran est jugée très sévèrement par l'opinion publique aux États-Unis. Il y a un peu plus de 2 heures, depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, M. Reagan intervenait en direct sur les chaînes de télévision américaines à propos de ces ventes d'armes, essentiellement pour dire qu'il était prêt à faciliter le travail de la commission d'enquête, à ouvrir ses dossiers, à laisser poser toutes les questions. Depuis Washington, correspondance pour Antenne 2 de Jacques Abouchard. Dans la controverse actuelle, c'est le public américain qui jugera en dernier ressort. En s'adressant au pays, tout à l'heure, Ronald Reagan a tenté de justifier une fois de plus son action dans l'opération iranienne. Il s'est déclaré toujours aussi résolu à combattre le terrorisme. Le président s'est rangé à l'idée de la nomination d'un enquêteur indépendant pour faire toute la lumière sur les tractations qui ont accompagné les ventes d'armes à l'Iran. Il a également annoncé le nom du successeur de l'amiral Poindexter à la tête du Conseil national de sécurité. Il s'agit de M. Frank Carducci, un ancien de la CIA et du Pentagone. Les propres amis politiques du président, comme le sénateur Robert Dole, commencent à s'inquiéter profondément de la ligne suivie par la Maison-Blanche. Hier prompt à protéger le président, ils redoutent les conséquences du scandale pour les républicains lors des prochaines élections. Républicains et démocrates s'organisent au Congrès pour tenter de démêler le vrai du faux. Hier, la commission des renseignements du Sénat a entendu pendant 6 heures l'ancien conseiller du président Robert McFarlane. Le colonel North, limogé la semaine dernière par la Maison-Blanche, a été convoqué, lui aussi, par les sénateurs. Le Congrès entend prendre de plus en plus les choses en main au détriment de la Maison-Blanche, dont tout l'état-major est devenu suspect. L'image de Ronald Reagan s'est nettement dégradée dans le public. Il a perdu 23 points en 1 mois quant à sa façon de diriger le pays, et il enregistre le score le plus bas depuis son entrée à la Maison-Blanche il y a 6 ans.
Le secrétaire américain à la Défense, Caspar Weinberger, était aujourd'hui à Paris. Monsieur Weinberger était reçu à l'hôtel Matignon par le Premier ministre Jacques Chirac, qui lui a exposé les efforts financiers de la France pour sa défense. À sa sortie, le secrétaire d'État américain exprimait son admiration pour la puissance de la politique de défense de la France et pour la décision courageuse, a-t-il dit, d'augmenter le budget de la défense dans le contexte international et pour 5 ans. Monsieur Chirac a eu également l'occasion d'évoquer la sécurité européenne devant l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, UEO, aujourd'hui à Paris. Devant les flottements du gouvernement américain, les Européens sont inquiets. Monsieur Chirac proposait aux parlementaires européens de prendre en main les questions de défense sans attendre les choix de Washington. Explication Georges Bortoli. 7 pays, l'Union de l'Europe occidentale, le seul organisme européen où l'on parle de défense. M. Chirac qui a lancé un appel à l'émergence d'une conscience commune des Européens en matière de sécurité. La construction européenne, très avancée dans le domaine de l'économie, et balbutiante dans le domaine de la sécurité, où l'Europe occidentale tend trop souvent à apparaître comme l'enjeu de force qui la dépasse. Un tel état de fait est inacceptable pour tous ceux qui entendent œuvrer à l'affirmation de l'identité européenne. Maintien de la dissuasion nucléaire, coup de chapeau très appuyé aux sous-marins lance-engins. Il n'y a rien là qui puisse surprendre nos partenaires, invités à lancer une véritable charte de la sécurité européenne. Rien non plus qui puisse choquer l'Élysée. Sur un point, M. Chirac s'est démarqué certes en estimant que l'effort militaire de son gouvernement était très supérieur à celui des gouvernements précédents. À part cela, consensus et continuité. Et à l'heure où Jacques Chirac prenait la parole devant l'UEO, le président de la République, accompagné du ministre de l'Intérieur, s'enfermait dans le PC ultra secret de Taverny à 65 mètres de profondeur pour participer à un exercice national de défense du territoire baptisé Gimont 86. Un exercice auquel participaient à travers le pays 15 000 personnes et qui vise à préparer les responsables civils et militaires à répondre à tous les scénarios possibles de menaces contre la France. Et puis à noter que les socialistes voteront la loi de programmation militaire si celle-ci n'est pas amendée par la majorité. C'est ce que vient d'indiquer Pierre Joxe, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Dans la perspective de la manifestation étudiante et lycéenne de jeudi prochain entre Bastille et Invalides à Paris, dans les lycées et dans les universités, les discussions sont parfois vives entre grévistes et non-grévistes. On s'est ainsi battu ce matin à la Sorbonne. Mais dans plusieurs villes de province et à Paris, des défilés de grévistes ont été organisés. Alors avec Olivier Lerner, le résumé de la situation de la contestation étudiante. La manif est encore sur les rails. Cet après-midi à Besançon, les étudiants ont bloqué le trafic ferroviaire. À Lyon, même scénario. Quant au vote des étudiants sur la poursuite de la grève, il a bien eu lieu, mais sur le trottoir, juste devant les portes de l'université. Les étudiants n'ont pas eu le droit de voter à l'intérieur des locaux. À Paris, autre activité de plein air pour les étudiants, un pique-nique sur l'esplanade des Invalides à 2 pas de l'Assemblée nationale. Atmosphère bon enfant, aucun incident avec les forces de l'ordre. Par contre, ce matin, à la Sorbonne, grévistes et non-grévistes en sont venus aux mains, objet du litige, les piquets de grève, interdisant l'accès à ceux qui voulaient travailler. Jets de gaz lacrymogène, des blessures légères de part et d'autre. Et nous, on arrive, on est pacifistes, on veut reprendre la fac pour travailler, et eux, ils nous attendent avec des armes. Ça, eux. Les grévistes, les piquets de grève. Les grévistes ont toujours été pacifiques. S'ils avaient des casques, c'était pour se protéger des gens du GUD, uniquement. À Dauphine, tout s'est passé dans le calme. Les étudiants qui n'ont jamais cessé le travail ont voté contre la grève, mais aussi contre le projet de Vaquet qui, d'après eux, ne va pas assez loin dans le sens libéral. Le chef du gouvernement, ce matin, a réuni 13 ministres pour faire le point sur le projet de loi de Vaquet. Et puis cet après-midi, René Monory et Alain de Vaquet étaient entendus par le groupe RPR et le groupe UDF à l'Assemblée nationale. Seule confidence à la sortie, pas question de retirer le texte. Plusieurs syndicats d'enseignants, la FEN et la CGT appellent à soutenir la manifestation du 4 décembre prochain. L'ancien Premier ministre Laurent Fabius, invité de notre édition de 13h, estimait que le problème de fond posé par ce mouvement étudiant était de mieux former les jeunes pour un emploi afin d'arriver au chiffre de 2 millions d'étudiants en France. En conséquence, disait M. Fabius, il faut que plus de jeunes puissent entrer à l'université.
Le ministre des PTT, Gérard Longuet, ne souhaite pas la tarification des chèques postaux. Il faudra attendre la confirmation du ministère de l'Économie et des Finances. Mais la déclaration de M. Gérard Longuet rejoint les souhaits d'organisations de consommateurs qui s'opposent aux chéquiers payants annoncés par les banques. Commentaire Véronique Auger. On est en pleine bataille, les banques veulent faire payer les comptes chèques, les associations de consommateurs essaient d'arracher des contreparties et c'est justement maintenant, en pleine polémique, que le ministre des PTT annonce que les CCP continueront à ne coûter que 5 francs. J'estime surtout qu'il faut respecter le client. Si on peut s'en sortir comme ça, on a l'intention de s'en sortir comme ça, c'est-à-dire sans tarifier les chèques postaux. Vous savez que les services financiers de la Poste, les chèques postaux, la caisse d'épargne, c'est la condition nécessaire pour faire fonctionner nos 17 200 bureaux de poste. Et donc nous avons besoin de garder nos clients, d'augmenter notre clientèle. Or, nous n'avons pas les mêmes possibilités que les banques. Nous ne pouvons pas prêter d'argent. Alors il faut bien qu'on se batte pour avoir d'autres atouts commerciaux. Et ces autres atouts commerciaux, c'est pour l'instant de ne pas tarifier les chèques. Mais c'est un peu un coup que vous portez aux banques, là. Je veux dire, à la guerre comme à la guerre. Quand on est en le libéralisme, c'est la concurrence au bénéfice du client. Si les clients des CCP ne payent pas, tant mieux pour eux. La concurrence risque d'être sévère. La Poste vient de fêter son 8 millionième compte courant. Mais pour l'instant, les banques font le mort, pour 2 raisons. Avant d'engager la polémique avec le ministre des PTT, elles veulent connaître la position du ministre des Finances. C'est lui qui décidera en dernier ressort si les CCP resteront à 5 francs par an ou bien s'ils seront tarifiés au prix fort. Et puis les banques se demandent si cette annonce n'est pas un simple coup de pub du patron de la Poste. Souvenez-vous, disent-elles, le 24 octobre, le ministre déclarait être favorable à la tarification des CCP. Aujourd'hui, il affirme le contraire. Les banquiers attendent donc la prochaine déclaration de Gérard Longuet. Le contrôleur général Jacques Delebois, chef du service de coopération technique internationale de la police, a été inculpé ce matin par le juge d'instruction Jean-Pierre Michaud, chargé de l'affaire du Carrefour du Développement. Monsieur Delebois conteste l'information selon laquelle Yves Chalier, l'ancien chef de cabinet Christian Nucci, lui aurait versé 5 millions de francs. Selon monsieur Delebois, c'est à sa demande qu'il a été inculpé. La cour d'assises de la Gironde a décidé de renvoyer le procès de Lionel Cardon pour le double meurtre des époux Harran, commis il y a 3 ans, au mercredi 10 décembre prochain, donc pour le procès. Lionel Cardon avait tenté de se suicider tôt ce matin dans sa cellule de la maison d'arrêt de Gradignan. À Bordeaux pour Antenne 2, Paul Lefebvre. La procédure pénale prévoit qu'on ne peut juger un accusé en son absence que lorsqu'il a été expulsé pour scandale ou lorsqu'il refuse de venir à l'audience. Cardon étant jugé intransportable durant 2 ou 3 jours par les médecins, on ne peut que reporter le procès. C'est ce qu'a décidé le président Boucharin, apparemment furieux de ce contretemps qui bouleverse le rôle d'audience débordé de la cour de Bordeaux. Tentative de suicide donc vers 5 heures du matin dans sa cellule de la prison de Gradignan. Cardon a tenté de se sectionner la carotide, apparemment avec un rasoir jetable. Tentative ratée, mais sans doute vraie si on en croit les médecins. Conviction renforcée dans l'esprit de beaucoup, et j'en suis, qui pensent que Cardon, consciemment ou non, refuse d'expliquer le meurtre d'Aline Harran. Aline Harran, femme de courage et de sang-froid, qui a sans doute accepté de suivre sans trop de difficulté Cardon pour éloigner le danger de son mari réduit à l'impuissance, ligoté dans la baignoire. Aline Harran qui s'est peut-être sacrifiée, probablement, en espérant peut-être trouver un moyen de convaincre Cardon de la laisser partir ensuite. Quand, comment est-elle morte et pourquoi? Une femme seule, le chagrin et la peur devant un revolver, on est loin de Cardon le courtois tel qu'il aime se présenter. C'est peut-être la raison, une raison de son geste d'aujourd'hui qui finalement ne lui évite rien. Demain, devant les jurés de la Cour d'assises de Paris, pour la première fois, des membres de l'organisation terroriste Action Directe vont comparaître. 3 hommes soupçonnés d'être les auteurs de la fusillade de l'avenue Truden à Paris, au cours de laquelle 2 policiers furent abattus et un autre grièvement blessé. Bruno Le Dreff rappelle les circonstances de cette fusillade qui marquait une évolution sanglante du mouvement Action Directe. Avenue Truden, le 31 mai 1983, 4 policiers patrouillent en civil. Il s'agit d'une équipe anti-cambriolage qui travaille non pas sur information, mais au flair. Vers 14h30, ils remarquent un groupe de plusieurs personnes qui leur semblent suspectes et s'apprêtent à les interpeller lorsque celles-ci ouvrent le feu. 2 policiers sont abattus, un 3e grièvement blessé. Pour la première fois, Action Directe a tué. Mais à ce moment-là, on ignore encore qu'il s'agit du groupe terroriste. Dans un premier temps, les policiers sur place pensent à des gangsters, plus particulièrement à des trafiquants de drogue.
deux qui ont tiré avec des armes de quel calibre? 9 mm Parabellum. C'est-à-dire un gros calibre? Ah oui, une arme de guerre. Donc des gens qui ne sont pas des amateurs. Ah non, non, ce ne sont pas des amateurs. Le brigadier Gaudry et le gardien de la paix Cayola abattus, deux morts qui, alors qu'on ignore encore tout de leurs assassins, provoquent la colère de leurs camarades. Le 3 juin, 2000 policiers manifestent sous les fenêtres du garde des Sceaux, Robert Badinter. Sans le vouloir, Action Directe a donc atteint l'un de ses objectifs, mettre le pouvoir en difficulté. Pendant ce temps, l'enquête piétine. De nombreux témoins ont assisté à la fusillade, des portraits robots sont diffusés dans la presse, sans résultat. La première piste arrive quai des Orfèvres quelques mois plus tard, sous forme de lettres anonymes dénonçant des militants d'Action Directe. Les lettres faisaient allusion à une jeune femme surnommée Blond-Blond. Alors les policiers de la section antiterroriste ont recherché dans leur dossier et ils ont trouvé une jeune femme qui fréquentait les terroristes et qui était connue sous le sobriquet de Blond-Blond, qui s'appelait en réalité Frédéric Germain. Ils l'ont recherché, ils l'ont retrouvée, cette jeune femme, et ce qui est assez inhabituel chez les terroristes, c'est que cette jeune femme a accepté de parler. Frédéric Germain affirme que 6 personnes ont participé à la fusillade. Régis Schlecher, qui est arrêté dans cette maison, 2 frères, Claude et Nicolas Alphen, qui seront arrêtés en mars 84, 2 Italiennes incarcérées dans leur pays d'origine, et un ressortissant algérien en fuite, Mohamed Amami, ici au moment de son arrestation. Le 22 octobre 84, près d'un an après l'arrestation de Schlecher, de Claude et de Nicolas Alphen, Action Directe revendique la fusillade de l'avenue Truden. Les 3 inculpés étaient bien membres du groupe terroriste, mais les frères Alphen nient toute participation dans le meurtre des policiers. On va juger des faits et pas des idées. Et il y a un dossier, un intérieur, et puis il y a un climat extérieur. Si le climat extérieur n'influe pas sur le procès, ce qui serait normal, ce qui doit se passer dans une justice digne de ce nom et sereine, alors je pense que l'innocence des frères Alphen devrait apparaître. Demain, le premier procès de militants d'Action Directe va s'ouvrir dans un palais de justice transformé en forteresse et dans une atmosphère particulièrement tendue. Un garçon de 17 ans a désarmé un homme dans le métro à Paris qui menaçait d'un couteau une jeune femme. Il était près d'1 h du matin. Les passagers du métro n'osaient intervenir pour aider la jeune femme, une Anglaise. C'est un élève ajusteur né au Maroc, âgé de 17 ans, qui s'est précipité et qui a maîtrisé l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. La fusée européenne Ariane n'est pas encore prête à reprendre du service. La date exacte du prochain lancement n'est pas arrêtée. La fusée est immobilisée depuis son échec du 31 mai dernier. La solution technique, le nouvel allumeur, est pourtant trouvée. 2 nouveaux paquebots à voile vont être construits. Le gouvernement vient d'accorder les aides fiscales nécessaires à la construction au Havre et à La Rochelle de ces bateaux à voile. Un député du Parlement régional de Bade-Württemberg, en Allemagne de l'Ouest, près de Stuttgart, dénonce l'exportation de déchets allemands dangereux en France et leur stockage dans une décharge de la Côte d'Or. Selon le député, aucune précaution particulière n'est prise dans le dépôt de ces déchets. Commentaire de Jacques Violet. Pour la société France Déchets, qui gère le dépôt de Pontaillé-sur-Saône, et pour le ministère de l'Environnement, l'entrée en France de déchets industriels venant d'Allemagne n'est pas exceptionnelle. Ces importations font l'objet d'autorisations administratives et de dossiers parfaitement en règle. Il s'agit de déchets industriels faiblement toxiques, par exemple des résidus de peinture qui sont traités ici. Un laboratoire analyse et contrôle ces déchets à l'entrée de la décharge. Selon le député régional du Bade-Württemberg, les déchets venant d'Allemagne sont déchargés sans précaution aucune et dans une décharge non aménagée, une prairie. Faux, répond France Déchets, le sol a été drainé conformément à la législation en vigueur. Il n'y a aucun risque d'infiltration. Le ministère de l'Environnement a envoyé dès ce soir une mission à Pontaillé pour vérifier que cette décharge, normalement agréée pour ce genre de déchets, est toujours en conformité. Honneur à Philippe Labro, notre confrère de RTL, ex-Antenne 2. Philippe Labro vient de recevoir le prix Interallié pour son roman L'étudiant étranger, publié chez Gallimard. Le roman de Philippe Labro a été préféré à celui de Max Gallo. C'est l'histoire d'un étudiant qui débarque dans les années 50 aux États-Unis. Philippe Labro, interrogé par Sylvie Marion. Pourquoi les étudiants auraient-ils changé? Un étudiant, c'est quoi? C'est un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie, qui croit tout savoir et qui ne sait rien.
Alors vous le transplantez dans un pays étranger et il peut lui arriver des tas de choses, aussi bien en 86 qu'en 54. Et vous ne gêne pas d'être considéré comme un journaliste écrivain? Pas du tout, en quoi est-ce gênant? Hemingway était un journaliste écrivain, Balzac a commencé dans le journalisme. Je veux dire que c'est une voie normale et comment dirais-je, presque royale. Michel Piccoli à l'affiche de 2 films qui seront demain dans les salles de cinéma en France. Il y a tout d'abord Mauvais sang de Léos Carax et puis La Puritaine de Jacques Doyon. Alors avant de vous retrouver, Michel Piccoli, on va voir un extrait qui a été choisi par Nicole Cornu-Langlois de La Puritaine. Une histoire, grossièrement je dirais, une histoire dans un théâtre où un père va retrouver sa fille. On regarde. Je veux bien te dessiner, mais je la connais pas. Mais tu vas la dessiner sous la dictée. Je commence. Un sourire. 2, elle est blonde. 3, l'air de rien. 4, le front bombé. 5, les sourcils comme ça, masculin. 6, une faussette. Une seule. De 7 à 1000, elle est belle. Elle me ressemble. Si tu la vois comme ça, tu peux au moins être sûr d'une chose, c'est pas elle. J'ai suivi mot à mot ton portrait. Bonjour, ma fille. Bonjour. Encore. Toi, tu voulais pas de bataille non plus? Ni toi ni moi, on veut pas de combat. On risquerait de guérir. Et d'en mourir. Comme le crétin des lapins blancs. Père embrasse la fille sur la bouche. La fille est toujours gênée. Rien n'a changé. Là, on vient de voir Michel Piccoli, on vient de voir Sabine Azéma, Sandrine Bonner, qui sont vos coéquipiers dans ce film. C'est un peu étonnant, c'est un film dans un lieu théâtral. C'est un père, je dirais, qui recherche dans une sorte de labyrinthe sa fille. Comment ça s'est passé? Oui, le père est homme de théâtre, auteur, comédien, metteur en scène. Et la fille décide, après une fugue d'1 an, et le père est complètement inquiet, mort. Sa vie est presque perdue. Qu'est devenue sa fille pendant 1 an? Peut-être même est-elle morte. Mort, mais il s'intéresse beaucoup à lui-même quand même aussi. Bien sûr. Alors, cette fille, par l'intermédiaire du personnage de Sabine Azéma, qui est la compagne du père, donne rendez-vous à son père au théâtre un dimanche à minuit. Parce qu'elle sait que c'est là qu'elle pourra le trouver seul et avoir enfin une explication tant attendue à tête-à-tête. Dans ce film de Jacques Doyon, il y a une sorte de psychanalyse sauvage un peu ou pas? Oui, il y a une chose, c'est que on appelle ça la famille exhibitionniste. Il n'y a rien de plus bouleversant, de plus secret, de plus émouvant, de plus troublant que les rapports entre un père et une fille, à des degrés divers. Et là, cette fille et ce père sont tellement inquiets et en même temps tellement bouleversés, tellement heureux de se retrouver qu'ils mettent en scène leur rencontre, pour savoir qui est le coupable, qui est le fautif, comment vont-ils se retrouver. Là, eux-mêmes mettent en scène leur retour. Et dans ce théâtre, le père en profite pour... Il a des élèves, un cours d'élèves actrices, et il demande à ses élèves d'imaginer et de recréer l'arrivée de Manon. Et Manon, d'ailleurs, va arriver en secret dans ce lieu de théâtre et va voir que le père est en train de mettre en scène ce retour. Est-ce que vous avez l'impression que des métiers comme metteur en scène, par exemple, ou peut-être le vôtre, empêchent parfois d'avoir des relations vraies, plus intimes avec ses enfants? Oh, certainement. Très rares sont les parents et les pères qui peuvent avoir des rapports très très intimes avec leurs parents et leurs enfants. C'est un travail de très très longue haleine, vous savez. Lorsque Sandrine Bonner dit rien n'a changé, vous avez l'impression, je vous regardais tout à l'heure, vous voyez les reportages sur les étudiants, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé quand même dans les rapports entre enfants et parents? Oui, je crois que les enfants maintenant sont beaucoup plus adultes que les enfants de ma génération, et beaucoup plus précis, et beaucoup plus sérieux, et beaucoup moins anarchistes, et beaucoup plus inquiets sérieusement de leur avenir. Il n'y a plus la belle innocence possible. Je reviens à Michel Piccoli, acteur. Mauvais sang de Léos Carax, vous faites confiance à un metteur en scène de 25 ans. Oui. C'est un peu de l'avant-garde? Oui, si on veut, oui. Bon, enfin, de l'avant-garde concrète aussi. Hein. Il y a une histoire de passion d'aujourd'hui, oui. La Puritaine, Jacques Doyon, c'est classique. Et puis on va vous retrouver dans la Rumba de Roger Hanin. Vous êtes multicarte. Oui, c'est exact, oui. Qu'est-ce qui vous conduit à faire ces choix successifs? Ça, c'est le hasard ou vous avez envie justement de ne jamais être enfermé dans un rôle précis? Jamais être enfermé, toujours l'oiseau sur la branche, toujours aux aguets, toujours en éveil, disons, toujours en éveil. Alors, Doyon est déjà un ancien compagnon de route et de travail. Roger Hanin est un très vieux compagnon de route et de travail. Et Carax est le nouveau-né dans ma vie, voilà.
Et alors le fait de faire confiance à un nouveau, un jeune, 25 ans, ça vous oblige vous-même à vous recadrer, essayer de trouver d'autres réflexes? Bien sûr, ça vous recharge, ça vous fait voir l'art cinématographique et le monde dans lequel on vit un peu d'une autre manière. Ça vous évite d'avoir nos propres œillères. Merci Michel Piccoli d'avoir été notre invité. Je rappelle La Puritaine et puis Mauvais Sang. Voilà. En ce moment à l'affiche, enfin à partir de demain. Sport, tennis, à partir de demain à New York au Madison Square Garden, 17e tournoi des maîtres, les Masters. 2 Français sont qualifiés, Yannick Noah, Henri Lecomte, et puis 2 Français sur 8 participants, les meilleurs du monde, c'est pas mal. À noter qu'il n'y a pas d'Américains. Ce tournoi sera largement transmis sur Antenne 2 dès jeudi matin avec Lecomte et jeudi soir on verra Noah. Lionel Chamoulot présente ceux qui vont participer à ce tournoi des maîtres avec les chances de Lecomte et de Noah. Événement sous la coupole du Madison Square Garden de New York. 2 Français qualifiés pour le Masters, Yannick Noah et Henri Lecomte. C'est une première pour notre tennis, une consécration. Henri Lecomte est opposé à Boris Becker, numéro 2 mondial, à Mats Wilander, le revenant, et à Joachim Nyström, un autre Suédois. On dit que c'est la poule la plus facile, cela reste à vérifier. En tout cas, Henri Lecomte tient à conclure en beauté une superbe saison 86. De bons résultats dans les tournois du Grand Chelem, 2 victoires et une place de numéro 6 mondial. Pour le numéro 1 français, ce Masters représente énormément. Maintenant, je vais vraiment à New York pour essayer de gagner. Bien, je suis dans les 8 meilleurs et j'ai vraiment le tennis pour pouvoir inquiéter tout le monde et pour pouvoir gagner ce Masters. J'y vais pour faire un gros truc, un beau résultat et dans ma tête, dans mon petit coin de ma tête, c'est gagné. En cette fin de saison, Yannick Noah revient en forme. Sur sa route à New York, Ivan Lendl, le redoutable, numéro 1, incontestable. Stefan Edberg, le plus spectaculaire des Suédois. Et l'équatorien Gomez, le seul non-européen du tournoi. Un parcours bien difficile, seuls les 2 premiers de chaque groupe accèdent aux demi-finales. Noah n'a plus de soucis physiques, mais sa motivation est bien différente de celle d'Henri Lecomte. Pour Yannick Noah, ce Masters n'est qu'une super exhibition. Le Masters, je l'ai dit, c'est pas un grand, enfin pour moi c'est pas un tournoi du Grand Chelem, c'est pas la Coupe Davis et à la limite ça vaut pas les autres grands tournois type Bercy ou Forest Hill. Le Masters c'est une exhibition extrêmement, une grosse exhibition quoi. Il n'y a pas de points, le vainqueur du Masters s'il est 20e, il restera 20e. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de points. Maintenant des round robin, ça veut dire qu'il y aura plus de matchs, que le public pourra voir tout le monde. Bon, c'est un grand show quoi. En tout cas, nous, on espère une confrontation Lecomte-Noah en demi-finale ou en finale. Cela n'est pas arrivé depuis Roland-Garros 85. Alain Chauffour, la météo, un temps plus doux. Ah oui, on pourrait presque appeler ça la douceur d'automne. En effet, les températures remontent et puis le soleil gagne sur le pays. Il fait très beau dans le sud et le nord va connaître de belles éclaircies demain. Regardez la carte du temps prévue pour demain. Elle vous montre donc, après les dissipations des gelées, des brumes et des brouillards matinaux, un temps très clément sur une grande partie du sud du pays, le soleil partout. Et puis dans le sud, vous savez que depuis déjà hier, les éclaircies commençaient à arriver par l'ouest. Eh bien, elles progressent. Elles arrivent demain sur la région parisienne. Sur l'est également, elles seront plus ou moins belles suivant les régions, donc des éclaircies locales. Et puis ces zones ici, allant de la Bretagne jusqu'au nord, donc les côtes normandes, les côtes de la Manche, seront moins avantagées puisqu'il y aura de toutes petites éclaircies, mais surtout un temps gris et couvert. Et puis à noter surtout la vallée de la Saône, une zone allant de Lyon jusqu'à Dijon, qui là est toujours, cette zone est toujours sous le brouillard, un brouillard assez épais, un brouillard froid. Alors voyons les températures maintenant, je vous le disais, elles s'adoucissent. Dans le nord, toujours un petit peu frais sur l'est, de 3 à Mulhouse, nous irons jusqu'à 12 ici à Brest et puis Rennes, et puis pour le sud, de 8 à Bourges, nous irons jusqu'à quand même 19 à Ajaccio. Et demain, nous serons le mercredi 3 décembre, le soleil se lèvera à 8h26, se couchera à 16h54, ça fait 2 minutes de soleil en moins par rapport à hier, et nous fêterons les François Xavier. Eh oui, j'ai noté, Alain, que vous aviez le nez dans le Finistère. Hein. Ça vous a pas fait mal. C'est un prolongement de la Bretagne. Est-ce que les téléspectateurs ne savent pas qu'il est prestidigitateur? Non, c'est pas facile de faire la météo, Michel Piccoli, effectivement. Pour le dernier journal, vous retrouverez Hervé Claude après les dossiers de l'écran à 23h30. À demain 20h. Bonsoir, merci.